Bonjour, bonjour. Bonjour à Bonjour. tous. Bonjour. Merci pour Hello. votre présence à notre webinar sur Windows 11. On va donc démarrer la session. Est-ce que vous pourriez simplement nous dire dans le chat que tout est OK de votre côté, que vous voyez bien les slides et que vous nous entendez bien, comme d'habitude? Ok. OK pour vous, super. Merci beaucoup, Benjamin. Donc, on a le plaisir d'être avec vous aujourd'hui avec Laurent et Tom pour parler de Windows 11. Ils vous font coucou. On pourra, voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la session. Soit Tom, soit Laurent pourra y répondre dans le chat ou on y répondra à l'oral. Ça peut être des questions techniques, ça peut être des questions sur la méthodologie, sur votre cas spécifique ou même nous donner votre avis sur le sujet. Très rapidement, en guise d'introduction, donc ce webinaire s'inscrit dans une série de ressources qu'on met à disposition sur notre site internet, le site de Synapsys. Vous y trouvez donc des webinars à peu près un par semaine sur des sujets autour des infras. Vous trouvez également des livres blancs, des articles et des replays des derniers webinars. Synapsys, donc nous sommes une société de services spécialisée dans la modernisation des infrastructures. On a donc des expertises autour du Modern Workplace, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, mais également sur la partie cloud, DevOps, cybersécurité, ainsi que la partie data et IA. On est 180 consultants répartis à Lille, à Paris et à Lyon. Et on a également un bureau à Kuala Lumpur. On accompagne donc tous les types d'entreprises, les grandes entreprises, le mid-market dans leurs projets de transfo, sur des modèles assistance technique et même sur des forfaits. Donc n'hésitez surtout pas à nous solliciter si vous avez des problématiques ou des enjeux sur lesquels on pourrait répondre. Ce sera avec plaisir qu'on organisera un rendez-vous. Très rapidement aussi, on est partenaire CRIP. Le CRIP, c'est une association qui réunit les décideurs infra et production en France. Donc ça a pas, enfin, on est juste partenaire, donc ça n'a pas de rapport forcément avec nous, mais je trouve ça intéressant de vous partager l'info parce que si vous avez besoin d'un genre d'espace pour partager des retours d'expérience avec vos pairs, vraiment le CRIP pour le coup est hyper intéressant. Il propose des ateliers de travail, des événements sur Paris en région, des livrables intéressants sur vraiment les sujets qui sont liés à l'infra et à la production. Donc voilà, si vous voulez être intéressé, n'hésitez pas à aller sur leur site internet ou à nous poser la question pour qu'on puisse vous mettre en relation. Merci beaucoup voilà, pour votre présence encore une fois. Je laisse la parole à Tom et Laurent pour qu'ils puissent se présenter et ensuite on démarrera le webinar. Tom, je t'en prie. Ouais, merci pour l'introduction. Alors, je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Tom. Je travaille avec Synapsys depuis 5 ans et demi maintenant. Je suis consultant Modern Workplace, donc j'accompagne nos clients à transitionner vers un workplace plus moderne, à faire partir d'on-prem avec toute la gestion des postes de travail et des mobiles, et de moderniser tout ça avec des outils MDM. Donc, j'ai fait d'Intune ma grande force, mais j'ai pas commencé avec Intune d'ailleurs, pour la petite histoire. J'ai commencé avec Workspace ONE, qui est un MDM de VMware Broadcom, mais j'ai pris ce virage à travers un projet il y a 4 ans et demi maintenant sur la solution Intune, et depuis je l'ai plus lâché. Je continue à mettre Intune en place chez bon nombre de nos clients dans le secteur de l'industrie, de l'énergie. J'ai fait aussi de la banque. Aujourd'hui, je travaille avec un client dans le secteur du luxe. Donc voilà, plusieurs types de clients. Et puis à côté de ça, je suis Microsoft MVP sur Intune, mais aussi formateur sur la solution Microsoft Intune, mais plus généralement sur la gestion des postes de travail et des mobiles dans un MDM. Voilà. Je te laisse le micro, Laurent, pour te présenter. Merci. Salut tout le monde, enchanté, Laurent Flamand. Donc consultant Modern Workplace aussi depuis 6 ans bientôt chez Synapsys, dans quelques semaines maintenant. Un peu moins du double dans l'IT. On doit être à 11 ans bientôt bientôt 12 dans l'IT, donc la moitié chez Synapsys en tant que consultant Modern Workplace. Donc j'ai commencé en tant que technicien, j'ai fait de l'admin, j'ai fait de l'ingé, j'ai fait du workplace classique autour de SCCM ou autres, ce qui m'a amené au bout d'un moment à faire la transition vers l'environnement moderne,
à travers les outils cloud, donc Microsoft, Intune et Entra. Et dans les 5 dernières années, donc j'ai pu travailler pour différents clients, parfois avec énormément de postes, parfois des structures plus petites, et les aider à mettre en place leur environnement quand ils partaient de zéro, ou alors transitionner leur environnement on-prem vers l'environnement cloud, ou des solutions un peu à mi-chemin entre les deux, où on garde une partie on-prem, on crée une partie cloud. Donc très tourné autour du Modern Workplace, d'Intune et des solutions qui s'y connectent, et des nouveautés que Microsoft nous propose pour qu'on mette en place un peu tout cet environnement qui fonctionne sur leurs outils cloud. Et aujourd'hui, donc, on va vous parler, Tom et moi, de la migration Windows 11 qui arrive à grands pas, qui arrive d'ici octobre 2025. Il faut avoir migré la majorité, pour pas dire tout, mais la majorité de votre parc. Autrement, le support ne sera plus assuré pour les postes standards. Donc, tout ça, ça nécessite de mettre en place un certain plan de migration autour de Windows 11. Donc, si vous avez déjà un pied dedans, c'est très bien. Si vous avez déjà commencé, c'est super. Néanmoins, en fonction de la taille et des sujets que vous pouvez avoir, c'est peut-être pas encore le cas. Donc, on va voir ça un petit peu ensemble. Comment vous pouvez vous y préparer si vous êtes avec un environnement on-prem, comment vous y préparez si vous êtes avec un environnement cloud, ou si vous avez éventuellement l'envie de faire un peu cette transition en même temps, on y reviendra un peu plus tard, de passer du on-prem vers le Modern Workplace. Ça peut être le bon moment, mais on verra un peu quand et pourquoi. Sur ce, je laisse Tom vous introduire un peu le début du sujet. Exactement, on a dessiné un petit peu les thèmes qui seront abordés. Pour le sommaire, pour le menu là, de cette présentation, on va recontextualiser peut-être le contexte et les enjeux qui se dégagent de cette migration-là, qui arrive à grands pas pour ce qui est de la deadline, même si on peut peut-être jouer les prolongations avec du LTC. Est-ce que c'est une bonne idée? On y répondra. Et puis les différents scénarios, effectivement, certains clients sont venus effectivement nous solliciter parce qu'ils ont vu en cette migration une opportunité d'aller vers le Modern Workplace. On répondra à cette question. Quels avantages et quels risques ça va représenter? Quelles sont les étapes concrètes, hein, comment on y va concrètement? Est-ce qu'on parle des task séquences, des upgrading place? On va répondre à tout ça. En tout cas, toutes les routes qui peuvent s'offrir à vous et quelle route choisir en fonction du contexte dans lequel vous êtes. Et on parlera d'un cas concret d'un client qu'on a accompagné sur l'année, sur les 2 dernières années. Alors, la fin du support, effectivement, elle a été annoncée pour octobre de cette année-là. Alors, avec le LTSC, donc le support étendu, ça peut vous emmener jusqu'en 2029. Donc, c'est toujours, on parlera des exceptions peut-être plus tard, mais si on s'arrête sur la fin du support Windows 10, c'est octobre 2025, donc ça va nécessiter d'avoir migré l'ensemble des postes sur cet OS-là. Si ça n'est pas fait, et les risques qui sont encourus aujourd'hui, les enjeux derrière ça, qu'il y a une fin des security updates, il y a une fin des mises à jour, certes de l'OS, mais aussi des éditeurs logiciels qui, d'ores et déjà, en tout cas qui, avec l'arrêt de support Windows 10, ne vont pas continuer à mettre à jour leurs solutions. On a des logiciels qui ont plus d'adhérence que d'autres et qui, sur Windows 11, devront nécessiter certains tests, on va y venir. Et toute une planification, c'est pas parce que la deadline d'octobre arrive qu'on se passe de stratégie. C'est vrai que nous, quand on travaille avec nos clients, on essaie de dégager de cette stratégie-là de manière itérative, en essayant de dégager des populations pilotes, de pouvoir les onboarder assez rapidement, et puis petit à petit arriver sur ce rollout et sur cette release de Windows 11 de la meilleure manière possible. On va y venir techniquement à quoi ça ressemble. Et puis, voilà, on a cette stratégie-là, on a cette stratégie de migration qui arrive, et on répond à cette question en fonction des outils. Si on part dans un contexte plus on-prem, on arrive à cette question de mais est-ce que ce ne serait pas le meilleur moment finalement de migrer sur Intune? On a un scénario qu'on va expliquer en détail quelques slides plus tard sur est-ce que c'est une excellente idée ou pas. Ça peut être 2 projets, ça va être 2 projets qui vont se superposer à la deadline d'octobre. On va y venir, mais c'est peut-être avoir les yeux un peu plus gros que le ventre sur cette ambition-là, mais voilà, ça représente aussi certains avantages de passer cette migration à travers le Modern Workplace. On y viendra dans le détail. Et puis une grande communication, c'est vrai que quand on travaille avec nos clients, on essaie d'avoir une conduite au changement et d'expliquer la meilleure des manières possibles à travers les services communication de nos clients, qui parfois s'appelle employé expérience, qui parfois s'appelle simplement le service adoption. C'est des équipes qu'on a beaucoup vues à l'œuvre, notamment lors des transitions vers Teams. On est un peu sur ce même fonctionnement. On va expliquer à la fois à la team, à la fois aux utilisateurs sur comment et
quels vont être les impacts pour les utilisateurs d'aller sur Windows 11. Donc, on travaille à la fois avec les équipes techniques, mais aussi les utilisateurs. Quand on travaille avec un client, on essaie au maximum d'expliquer et de rassurer, tout en accompagnant dans les étapes techniques. Voilà pour les différents enjeux qui seront à anticiper. Pour ce qui est de l'analyse de l'existant et de l'état des lieux, c'est une étape qui va être nécessaire et primordiale avant le déroulement du rollout. L'important, c'est de prendre cette photo-là. Il y a des prestations aussi qu'on assure pour des clients où ils ont simplement besoin de cette photo-là parce qu'ils ne savent pas vraiment par quel bout prendre cette migration. Donc ça nécessite cette photo, je dirais, cette photo du paysage, un petit peu de qu'est-ce que j'ai à l'heure actuelle comme solution, mais aussi quelles vont être les possibilités qui s'offrent à moi. Si j'ai du SSM, qu'est-ce qui s'offre à moi? Si j'ai du Intune, qu'est-ce qui s'offre à moi? J'ai des postes qui ne sont pas gérés, qui sont en workgroup, j'ai des postes qui sont des kiosques, qu'est-ce que je fais pour eux? Ça, c'est un état des lieux qui est important parce que selon les réponses à ces questions-là, le chemin qui vous sera préconisé sera différent. Il y aura peut-être des cas exceptionnels. Il y a toute une compatibilité matérielle aussi à prendre en compte. Est-ce que mon matériel il est compatible? À savoir qu'il faut une TPM de 0, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays nécessairement. On a travaillé avec des clients internationaux qui travaillent à l'international avec différentes entités dans plusieurs pays. Et la TPM 2.0, elle n'est pas présente nécessairement dans tous les pays, dans toutes les zones du monde. Donc, il y a peut-être ce renouvellement aussi à anticiper si votre matériel n'est pas compatible. Nous aussi, on arrive, pour cet état de l'existant, on arrive avec notre boîte à outils quand on travaille avec nos clients pour un petit peu faire un assessment du parc sur quelles sont les machines qui vont être compatibles ou celles qui ne le sont pas. Nous, on arrive avec ces boîtes à outils. C'est des outils qui ont fait leur preuve pour ressortir, en tout cas, les machines qui vont nécessiter un renouvellement. Le renouvellement qui peut être un réel moteur à la migration, puisqu'on pourrait envisager de mettre les nouveaux postes de travail sur Windows 11 tout en gardant l'existant sur Windows 10. Ça, c'est un scénario quand on a le temps avec nous, qui est envisageable de pouvoir renouveler les machines et avec le renouvellement du parc. On nous donne une machine Windows 11 qui est toute prête et qui est déjà managée, donc c'est un scénario qui est envisageable. Et puis voilà, on a les cas particuliers, on les a évoqués. Le cas particulier, je crois qu'on va y venir très précisément sur une des slides. Ouais, je laisse la main à Laurent pour le user journée. Donc, comme Tom le présentait, pour commencer votre projet de migration, donc autour de Windows 11, mais on pourrait même l'étendre à plus de projets ou plus de sujets que celui-ci, il faut connaître son environnement pour savoir de quoi on part et définir un peu les stratégies qu'on va mettre en place pour se dire, OK, ma cible, c'est Windows 11 à telle date, j'ai tel état de l'existant, comment je m'en sers pour atteindre ma date de migration et d'avoir migré la majorité de mon parc. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une partie ou même ces user journées en fait directement. Un user journée, qu'est-ce que c'est? C'est de définir un peu les personas types que vous avez dans votre entreprise, qui composent la majorité des entreprises, dire OK, ça va représenter par exemple 60% de mon parc utilisateur, ça va être l'office user, ça va être un cas assez standard. Donc c'est le cas que je vais prioriser. Je vais me dire OK, pour lui j'ai besoin d'un poste standard. Son besoin en termes logiciels sur la machine va être assez classique. On va être sur de la bureautique, on va être sur de la suite Office, sur un navigateur web, peut-être du VPN éventuellement, des petits accès Wi-Fi, réseau, etc. Peut-être un logiciel type Adobe ou autre, mais il y aura pas de gros besoins en termes de logiciel. On va rester sur une utilisation bureautique assez classique. C'est un utilisateur qui va travailler principalement dans les locaux, il va faire peut-être un peu de télétravail, mais c'est pas quelqu'un qui va avoir un énorme besoin de mobilité comme d'autres user de journée dont on va parler dans quelques instants. Et c'est donc monsieur tout le monde qui représente une grande partie de votre entreprise. Ça, c'est votre user de journée de base. Quand vous allez vouloir commencer votre migration ou définir un peu votre scénario de migration par rapport à ce que vous avez aujourd'hui, il faut se dire, OK, mon office user, comment je vais le migrer? Il va venir peut-être au local. Si je suis sur du on-prem, je vais envoyer une task séquence sur sa machine va s'upgrade, ou alors je lance un feature update, sa machine, elle va s'upgrade, et après, il peut continuer à travailler. Ça, c'est le cas standard. Je l'ai précisé un peu, mais je le redis. Ces user journées-là, donc on peut les utiliser pour Windows 11, mais si vous avez la volonté de faire par exemple un double projet Modern Workplace et Windows 11 ou même d'autres projets, ces user journées, vous pouvez les réutiliser. Ils sont valables pour la migration Windows 11, mais vous pouvez les avoir dans d'autres projets.
Le deuxième user journey qui va se dégager des cas assez classiques que vous allez croiser en entreprise, ça va être l'utilisateur nomade. L'utilisateur nomade, il a pas une grosse différence d'un point de vue technique, d'un point de vue process à mettre en place technique par rapport à l'office user. Ce qui va changer dans le nomade, et on le verra aussi un peu pour le VIP, c'est plus dans la façon dont on va gérer cette migration logistiquement parlant. Qu'est-ce qui différencie un office user d'un nomad user? Ça va être le fait qu'il va avoir un poste peut-être un peu plus léger, parce que c'est quelqu'un qui va énormément se déplacer. Toutefois, d'un point de vue logiciel, on va retrouver quand même des besoins assez similaires, avec peut-être un ou deux logiciels métiers qui vont être un peu plus poussés, donc sur lesquels il faudra être un peu plus attentif dans la phase de POC et pilote pour se dire, ok, j'ai un utilisateur nomade qui utilise Autodesk, qui utilise un logiciel maison, qui est valable que pour cet utilisateur-là, et il a absolument besoin d'assurer le fonctionnement de ce logiciel. Dans ce cas-là, dans vos phases de POC et pilote, on y reviendra un peu plus tard, il faut penser à bien tester ces logiciels-là pour que votre utilisateur nomade, lorsqu'il est migré, n'ait pas de problématique avec son logiciel métier et puisse repartir. Un utilisateur nomade qui a un problème, ça peut être ennuyant puisque vous savez pas forcément quand est-ce qu'il va pouvoir retourner au bureau, quand est-ce qu'il sera joignable. C'est là où on a un petit intérêt avec le Modern Workplace puisqu'il peut être joignable d'un peu n'importe où avec une connexion internet, mais on en reparlera dans quelques instants. Donc, votre nomade user, c'est un utilisateur Office, mais qui va se déplacer avec peut-être un besoin logiciel, peut-être un besoin de connexion réseau un peu partout, mais finalement, d'un point de vue technique, il va être quand même assez similaire à un office user. Les stratégies qu'on peut envisager d'ores et déjà, sans forcément connaître votre environnement précisément, les stratégies que vous pouvez vous dire, on va partir dans cette direction-là, on va essayer de mettre en place ces stratégies-là, ça va être par exemple le remplacement de la machine. Ok, je remplace la machine, je fais un swap, il repart directement avec une machine qui a été préconfigurée, Modern Workplace, on-prem, peu importe. La machine est préconfigurée et fonctionnelle, il vient, on fait le swap de machine, il repart. Le deuxième, ça va être du roaming upgrade. Par exemple, avec donc sur l'environnement Modern Workplace, l'utilisateur a une connexion Internet, il est chez lui, il est chez un autre client à l'étranger, il est en déplacement professionnel à l'autre bout de la planète, ok, mais ce jour-là, il est connecté à Internet, j'ai mis en place mon feature upgrade depuis Intune, je suis capable de lui envoyer cette mise à jour sur son poste avec une simple connexion Internet, donc je le préviens et il est capable d'avoir sa mise à jour de manière silencieuse sans qu'il ait réellement d'action à faire. Le poste va s'upgrade, il va revenir peut-être de sa pause déjeuner ou d'autres choses et son poste sera mis à jour. Le dernier, si vous êtes sur du on-premise, que vous n'avez pas forcément de solutions modernes qui sont mises en place et qui vous permettront d'adresser cet upgrade depuis n'importe quel endroit avec une simple connexion Internet, dans ces cas-là, vous aurez besoin d'être connecté à votre réseau et il faudra penser peut-être à un office upgrade, donc dire à l'utilisateur nomade de passer dans des locaux qui ont du réseau compatible avec votre environnement on-prem, brancher sa machine, il va recevoir sa TS, il va recevoir son feature upgrade, on verra dans les solutions qui se proposent, qui s'offrent à nous autour de l'environnement on-prem, et il pourra avoir sa machine qui est mise à jour. Le troisième user journey qui se dégage généralement, et là on va s'adresser à une population un peu plus technique, c'est les devs. Alors les devs, faut pas le voir comme développeur au sens propre, faut le voir comme population technique. C'est des gens qui vont avoir un besoin informatique un peu plus poussé. Ce ne sera pas forcément des gens qui vont avoir un besoin informatique, mais qui peut avoir besoin d'une machine un peu plus costaud. Ça peut être quelqu'un qui fait du graphisme, par exemple, et qui aura besoin d'un Adobe Photoshop XX, je ne sais quoi, qui va avoir besoin de logiciels de créa, qui va avoir besoin d'une machine un peu plus costaud, qui peut être à destination d'une population donc technique qui va faire de l'informatique technique dessus, mais aussi des postes qui vont être un peu plus gourmands. Les besoins logiciels de ces populations qu'on va qualifier de dev ou technique, ça va être une suite Office, on retrouve un peu partout, un web browser, un VPN et les logiciels de dev ou logiciels de créa, logiciels très spécifiques par rapport à l'utilisation du poste. C'est des gens qui vont être assez similaires à un office user en général, ils vont être internes aux locaux la plupart du temps, mais ils pourront avoir aussi du télétravail. Les accès spécifiques dont ils peuvent avoir besoin dans le cadre de la population technique, ça va être des accès au niveau admin. Un développeur, il va avoir besoin régulièrement d'installer des nouveaux modules, d'installer des logiciels, de pouvoir tester des choses en tant qu'admin. Il faut s'assurer qu'on puisse leur donner ces accès-là. Si vous êtes sur du on-prem, on peut prendre la direction du local admin. On peut prendre aussi cette direction-là avec le Modern Workplace. De la même manière, on-prem et Modern Workplace nous offrent la possibilité d'avoir du Labs. Donc, on peut partir sur du Labs pour se dire, OK, j'assure à mon utilisateur d'avoir un accès admin pour qu'il puisse continuer à travailler. Peu importe qu'il soit sur Windows 10 ou Windows 11, il a besoin de ces accès-là pour pouvoir avancer. Les stratégies pour la population dev technique, ça va être un peu comme ceux qu'on a vu précédemment. Remplacement du poste, Office upgrade, roaming upgrade, ou on en a en plus, c'est Mage autonome.
Comme dans une partie des cas, on va s'adresser à des gens qui sont qui comprennent un peu l'informatique et qui, pour certains, connaissent mieux que d'autres personnes techniques, ils peuvent éventuellement faire leur mage en autonome. S'ils savent le faire, ils n'ont pas forcément besoin d'être au bureau. On peut simplement leur donner une procédure, ils peuvent faire eux-mêmes leur mise à jour. Donc c'est la petite spécificité, c'est que pour eux, il faut leur assurer que leur environnement soit maintenu, qu'ils puissent conserver leurs accès privilégiés sur les postes, et si besoin qu'ils puissent faire leur mise à jour de manière autonome. Ensuite, on va avoir un autre cas, qui est un cas qu'on va gérer plus dans la logistique que dans la partie technique, ça va être le VIP. Le VIP, c'est un office user ou un nomad user, un mix entre les deux, mais qui va avoir besoin d'un accompagnement plus. D'un point de vue technique, il va avoir un poste qui va être léger, un peu plus premium que la moyenne. Son besoin logiciel va être assez classique. On va retrouver un peu ce qu'on avait dans les Office User et dans le Nomad. Ça va être la suite Office, ça va être le web browser, ça va être des logiciels métiers. Bref, un environnement logiciel quand même assez classique. Là où il va y avoir des différences, c'est qu'au niveau de la mobilité, donc il va avoir besoin d'un accès worldwide, comme une personne nomade. Ces accès aux données doivent être ininterrompus. Il ne peut pas prendre le risque d'avoir une perte de données, d'avoir une perte d'accès suite à une migration. Il faut s'assurer que lors d'une migration, il garde ses accès, ses données, tout comme avant, et que simplement le système change et faire au mieux pour que la transition pour lui sera transparente. Un cas à prévoir vraiment en plus par rapport aux autres users, c'est si vous avez un VIP, prévoyez un poste de secours. Pour un utilisateur standard, pour un utilisateur nomade, s'il y a une problématique, on peut éventuellement temporiser, refaire la machine, préparer une nouvelle machine, etc. Pour un VIP, si c'est quelqu'un qui n'a pas le temps, qui a besoin de conserver son accès, vous savez pas, il a peut-être 15 réunions dans la journée, il a peut-être besoin de se déplacer ou autre, d'avoir préparé une autre machine au cas où, c'est pas forcément le remplacement qu'on souhaite faire, mais au cas où, s'il y a une problématique, on fait un swap, il peut continuer à travailler, il est content, le problème technique sur la machine initiale qu'il avait pourra être réglé par les équipes techniques dans un second temps. Et enfin, le dernier cas, et là, c'est assez drôle, c'est le cas particulier, et comme vous le voyez, c'est du cas par cas quasiment partout. Si on avait une bonne réponse pour les cas par cas, en fait, il rentrerait dans les user journée précédents. Il ne serait pas dans cette catégorie-là de cas particuliers. C'est des cas qu'il faut analyser. Parfois, ça va être des logiciels métiers qui vont poser problème. Parfois, ça va être un environnement où j'ai eu le cas où des personnes qui ne peuvent pas être connectées au réseau pendant très longtemps pour X raisons. Donc, si vous êtes sur du Modern Workplace, ça peut poser problème. Ça posera aussi problème pour du on-prem. Vous avez ces cas qu'il faudra analyser. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est du cas par cas. Des fois, vos cas par cas, vous pourrez en identifier 10 qui ont le même cas. Très bien. Mais ça vous fera pas un user journey pour autant. Donc, ces user journey-là, ils vous permettent de définir, OK, en fonction de mes populations, j'ai 60% d'office user, 20% de nomades, 5% de dev, 5% de VIP et quelques cas particuliers. Ça vous permet de définir comment vous allez migrer, quel rythme de vague vous allez choisir, comment vous allez peupler vos groupes, quels utilisateurs pilotes vous allez choisir, comment votre POC va se définir et comment vous allez mettre en place un petit peu toute cette solution-là. Ça nous amène donc aux différentes méthodologies que vous pouvez avoir sur le on-premise. Et sur ce, Tom, je te repasse la main pour la présentation on-prem et Modern Workplace sur les méthodologies possibles. Merci pour l'introduction. Merci pour toute l'explication de l'user journée. Alors c'est vrai que nous, on parle de user journée. Je sais qu'il y a beaucoup de clients aussi qui parlent de persona. Mieux on définit les personas et mieux mieux la migration se porte. Parce qu'on a vraiment réussi à dégager quel chemin va prendre selon le type de métier. Pour ce qui est vraiment de l'on-prem, si on est dans un environnement on-prem, alors on a plusieurs routes qui s'offrent à nous. On a déjà dans un premier temps, et on en a parlé tout à l'heure, la photo elle est nécessaire, savoir quel matériel j'ai, quel logiciel je vais avoir, quel matériel je vais avoir, qu'est-ce qui va être compatible, qu'est-ce que j'ai en 2.0, qu'est-ce qui est Secure Boot. Prévoir un renouvellement du parc, on l'a évoqué si c'est nécessaire. La vérification des stratégies d'update. Alors, c'est important déjà de comprendre comment aujourd'hui vous mettez à jour vos postes. Est-ce que vous passez par un upgrade in place? Est-ce que vous préférez une task séquence qui apporte peut-être un petit peu plus de maîtrise? Parce qu'on part d'une fraîche install, ou on part en tout cas de pouvoir au moins vérifier les prérequis en amont. Ça apporte un petit peu plus de contrôle. Non pas qu'avec l'upgrade in place on n'en a pas du tout, mais la task séquence vous apporte une sécurité, une tranquillité de vérifier qu'un certain nombre de prérequis sont respectés. Ça peut passer par un réinstall de certaines apps en amont ou une fraîche install d'un OS en particulier. Donc il y a cette photo à avoir de quels sont les process en place. Je rajouterais aussi, dans un second temps, ça fait partie de l'assessment qu'on réalise quand on travaille avec un client au début, c'est de voir quelles sont les policies qui sont appliquées. Il y a beaucoup de GPO qui ont énormément évolué avec le temps, avec l'arrivée de Windows 11.
certaines ne sont plus du tout d'actualité, certaines sont forcées maintenant sur l'OS. En tout cas, le comportement de certaines features comme Windows Hello for Business, par exemple, sont plus qu'encouragées quand on passe sur Windows 11. Donc, il y a tout un tas de features qui sont, nous, qu'on réévalue. On prend la photo de vos policies et puis on les challenge pour pouvoir les adapter sur Windows 11. Est-ce qu'elles sont toujours pertinentes? Est-ce qu'elles ne sont pas? C'est un questionnement qu'on peut faire plus tard, mais plus on le fait en amont, et meilleur se porte la migration, parce que sinon on se retrouve avec des politiques qui s'appliquent mais qui ne sont pas compatibles. On ne maîtrise pas nécessairement le comportement et la user experience. Donc on a tendance à dire que c'est tout de même un prérequis que j'ai envie de mettre comme important avant de passer à la migration. Et puis ensuite on arrive au dur, je dirais, à la migration. Déjà dans un premier temps, qui est l'image Windows 11, on veut pour le déploiement. Est-ce qu'on veut la fraîche? Est-ce qu'on veut la vanilla, celle de Microsoft, sans rien? Est-ce qu'on veut customiser un petit peu cette image pour peut-être y inclure ou y enlever certaines features, certains comportements? Donc définir bien l'image qu'on va aller déployer. Et puis s'appuyer sur les process existants. La task séquence, on l'a dit, elle va apporter un peu plus de maîtrise parce qu'on va pouvoir maîtriser ce qu'il y a en amont, pouvoir ordonner un petit peu, coordonner les actions, avoir un vrai séquencement. C'était le mot que je cherchais, un séquencement des actions. Et puis il y a aussi l'in-place upgrade qui apporte peut-être un peu plus de flexibilité, même si on a un peu moins de maîtrise qu'une task séquence. C'est tout de même une option qui est quand même énormément choisie par nos clients parce que c'est un process qui est là déjà depuis un moment. La task séquence, c'est quand même une action plus lourde. Windows Update for Business est là aussi. Cependant, le Windows Update for Business, on va y ajouter une dépendance à Internet. Il va falloir vérifier que l'ensemble des sites supportent cette action-là. Du WSUS, on en voit quand même beaucoup moins qu'avant. Donc, j'en parle pas forcément, mais Windows Update for Business, on va y mettre une dépendance à Internet. Donc, si plusieurs personnes téléchargent, font la migration en même temps, on va vite le sentir. Donc, voilà, avec la Delivery Optimization, on peut quand même réussir à faire des choses intéressantes. Mais on a réellement ces trois scénarios avec la task séquence, l'upgrade in place et puis Windows Update for Business qui est là. Mais si on est dans un modèle très on-prem, c'est quand même ajouter de la nouveauté de faire ça par Windows Update for Business si c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Vous pouvez très bien faire du Windows Update for Business avec du SSM, ça marche très bien. Toutefois, si c'est un process qui vous est encore étranger, j'aurais plutôt tendance à rester sur les process qu'on connaît avec les task séquences et le upgrade in place. Et ça, on le saura, effectivement, quand on accompagne nos clients, on sait challenger un petit peu ces différents scénarios et voir quel va être le meilleur selon les personas. Dans une seule et même organisation, on peut avoir plusieurs scénarios de migration avec la task séquence ou une place upgrade. Laurent l'a très bien détaillé. Il y a des populations pour qui ça se prête plus que d'autres. Ceux qui sont nomades, ceux qui sont plutôt dans des bureaux n'ont pas nécessairement les mêmes scénarios de migration. Effectivement, avec les VIP, on peut aussi partir du postulat qu'on va leur donner un nouveau poste. Ça, c'est toujours un fort moteur pour la migration. Il y a des clients qui sautent le pas parce que les agendas matchent entre le renouvellement du parc et la migration. Donc, ne pas sous-estimer le renouvellement qui est un réel moteur dans les migrations Windows 11, mais aussi dans les migrations Workplace d'ailleurs, pour parler plus général que ça. Toujours, effectivement, parler de pilote. Alors, le pilote IT, il est important, mais le pilote IT n'est pas suffisant. Moi, je vous invite peut-être à se rapprocher déjà des métiers, mais d'identifier peut-être certaines organisations appellent ça des champions, des ambassadeurs dans les métiers. Un petit peu un porte-parole, quelqu'un qui est peut-être plus IT-friendly, qui est plus au fait de l'IT, qui est plus à l'aise sur son ordinateur, d'être un peu ce porte-parole et d'être un peu cet ambassadeur qui va être onboardé et qui pourra dire moi, ce scénario, là, pour les gens avec qui je travaille, ça ne sera pas possible ou ça sera possible. Se rapprocher des métiers, c'est essentiel parce qu'il n'y a pas meilleur retour que le métier pour nous dire en fait, c'est pas jouable ce que vous avez designé au global. Nous, chez nous, sur le terrain, ça ne va pas marcher. Et ça, c'est vrai, c'est un retour qui est super important avant de pouvoir continuer le rollout à l'ensemble des métiers. Donc, onboarder les métiers le plus rapidement possible à travers un champion, à travers un ambassadeur, c'est quelque chose qui a fait ses preuves et qui marche très bien dès le début, dès la conception, pas forcément dans la conception technique, mais déjà pour valider un scénario de est-ce que ça va être faisable pour cette population-là. C'est un retour qui est essentiel. Et puis, on passe ensuite à
à la migration avec les populations qui ont été identifiées. Voilà pour les différentes routes qui s'offrent à nous sur la méthodologie on-prem, soit avec une test séquence, soit un upgrade in place selon les contextes, et puis du Windows Update si c'est un process qui existe déjà chez vous. Pour ce qui est du Modern Workplace, on a toujours cette photo qui est essentielle pour bien comprendre un petit peu où est-ce qu'on est, avec un remplacement des postes si c'est nécessaire, vérification des stratégies. On a aussi besoin d'assesser de faire un assessment des stratégies de Windows 10 à Windows 11, même si on est en Modern Workplace d'ores et déjà. Donc Modern Workplace, on part du postulat que les postes sont déjà dans un MDM. Hein, donc, globalement, c'est la grande différence avec l'on-prem. On a Windows Update for Business où si le poste est déjà managé à travers du Modern Workplace, il est déjà tourné vers Internet. Donc on estime que Windows Update for Business, on est déjà dans une situation assez mature pour pouvoir en passer sur un fonctionnement à travers Windows Update for Business. Alors il faut quand même travailler avec les équipes réseau, s'assurer que tout est en phase avec le proxy, avec Proxy Cloud, avec s'il y a un VPN. Voilà, faut vraiment analyser un peu l'écosystème, savoir comment est-ce que tout est whitelisté pour aller chercher les mises à jour sur Windows Update. Et puis pour coordonner tout ça, c'est ça qui est super avec le Modern Workplace notamment, c'est qu'on peut y définir des populations de ring, donc avec une population ring 1 qui va choper la mise à jour le plus rapidement possible dès qu'elle sort. Là en l'occurrence, on parle d'une migration Windows 11, donc on pourrait imaginer de leur mettre à disposition et de manière extrêmement fluide depuis la console Intune, si c'est le MDM que vous avez, de mettre à disposition Windows 11 et puis le rollout avec le Ring 1 dans un premier temps. Vous faites un groupe user, vous assignez le groupe user à cette mise à jour Windows 11, et puis petit à petit vous rajoutez un deuxième Ring 2 où vous y ajoutez plus d'utilisateurs. Vous pouvez même en exclure, c'est ça qui est super aussi avec le Modern Workplace. Si vraiment vous savez que ça ne va pas fonctionner pour une population très ciblée, faites-en une exclusion que vous venez ajuster dans votre MDM pour que cette population-là, elle soit traitée à part avec un renouvellement de poste ou avec peut-être une refabrication du poste, sans forcément parler de renouvellement, mais peut-être simplement réinstaller l'OS. Et puis toujours cette notion de POC et d'user journée et de pilote. Vraiment, la notion d'ambassadeur et la notion de champion, elle a fait ses preuves dans beaucoup d'organisations, des grandes comme des petites. Donc, on ne peut pas forcément qu'aux grandes se rapprocher des métiers d'un ambassadeur comme ça. Et puis, si ça se passe bien, c'est aussi un vecteur de positivité sur ça a marché, je vous encourage à le faire. Si ça marche extrêmement bien pour le champion, ça encourage aussi, ça rassure les utilisateurs qui font partie de la même équipe de champions. Donc, on a vraiment des bons retours. Et puis sur la méthode de on-prem à Workplace, je vais laisser Laurent en parler. C'est des projets sur lesquels on est intervenu à plusieurs reprises. D'ailleurs, on va en parler d'un plus tard. Mais Laurent, je te laisse le micro là-dessus. Merci Tom. Donc effectivement, on va parler un peu de la méthodologie on-prem to Modern Workplace. Donc Tom vous a présenté la méthode on-prem, on vous a présenté la méthode Modern Workplace, on a parlé des user journées, de l'intérêt général de la migration vers Windows 11. Maintenant, la question se pose en se disant, ok, en fait, je suis dans mon environnement on-prem, j'ai une volonté d'aller dans le Modern Workplace et une volonté de migrer mon Windows 11 en même temps. Du coup, est-ce que c'est une bonne idée de le faire? Vous vous en doutez, il n'y a pas une bonne réponse, il n'y a pas un oui ou un non, ça dépend. Le premier des points sur lequel je voudrais intervenir, c'est en fonction de votre structure, en fonction de la quantité de machines que vous avez à migrer d'ici octobre. On est le 13 février, le temps passe très vite. Si vous n'avez pas mis un pied aujourd'hui dans la migration de Windows 11 ou dans le Modern Workplace, en fonction de la taille de votre entreprise, ça peut représenter énormément de charges de travail. Il faut bien comprendre que c'est deux projets différents. Même si les deux se rejoignent quand on va parler de Modern Workplace, parce que finalement, une fois qu'on a fait son design, on est capable de mettre en place nos règles pour les feature upgrades et d'avoir une intégration assez facile du Modern Workplace et de la migration vers Windows 11, ça reste deux étapes. Il est bien important de se dire que lorsque vous allez faire, par exemple, imaginons que vous définissez votre environnement Modern Workplace demain, pardon, la première machine que vous allez chercher à enrôler, quand vous allez l'enrôler, même si vous avez mis vos règles de feature upgrade en place, il va pas s'upgrader pendant votre enrôlement. Vous allez avoir la phase d'enrôlement
enrôlement terminé, l'utilisateur se connecte, vos règles de feature upgrade qui passent derrière, et possiblement l'upgrade qui va passer dans la journée, dans l'heure ou autre, mais après l'enrôlement. C'est 2 actions succinctes. Ce n'est pas une seule action mélangée, c'est 2 actions succinctes pour l'utilisateur final ou pour l'IT qui préparerait la machine et qui ensuite ferait sloguer l'utilisateur et attendrait que le poste se mette à jour. Donc ça représente 2 projets qui sont faisables. On l'a fait chez certains clients, donc c'est faisable de faire les 2. Si vous choisissez de prendre cette direction-là, donc après s'être dit ok, on a tant de machines, tant de trucs, on se dit que les 2 sont une bonne idée de les faire, on va les faire conjointement. La première des choses à se demander, c'est quel type de gestion je souhaite avoir dans mon MDM cloud. Si vous souhaitez du full cloud, donc par exemple de l'autopilote, la marche à franchir pour mettre votre environnement Modern Workplace en place en plus de la migration peut être assez élevée en fonction de la quantité de machines toujours et de la quantité d'applications de configuration que vous allez avoir besoin de gérer, mais ça peut représenter une grosse marge. Du coup, vous pouvez avoir le co-manager. Mais le co-manager, ça peut vous faire des chiffres importants d'un seul coup, ça peut vous offrir un environnement moderne et une méthodologie pour migrer votre Windows 11. Par contre, vous n'avez pas réellement migré 100% de votre environnement dans le Modern Workplace et vous avez encore pas tout qui à faire parce que vous en avez fait une partie, mais il y a quand même cette revue à faire de mes applications, faut que je les traduise pour l'environnement moderne, mes configurations, faut que je les traduise pour l'environnement moderne, ma sécurité, etc., etc. Et chacune des étapes que vous faites, si vous faites le grand pas en passant dans le full cloud, en co-manager, vous allez les avoir sur le plus long terme. Donc ça vous donne quelque chose d'accessible plus rapidement, mais ça ne répond pas à toutes les questions et la charge de travail derrière pour que votre environnement moderne soit en place reste présente. Vous avez défini donc la méthodologie que vous souhaitez, full cloud, co-manager, peu importe. Vous définissez vos stratégies d'enrôlement par rapport à ce que vous avez choisi comme méthodologie. Vous avez choisi le full cloud, ça peut être de l'autopilote par exemple. Vous avez choisi le co-manager, vous mettez en place vos GPO et vous les envoyez sur vos postes avec vos outils en place et les postes pourront être co-managés. Quand vous avez fait ça, vous allez avoir donc votre nouvel environnement, vos machines qui vont être dans le Modern Workplace. Donc petite parenthèse, Intune n'est pas un outil de masterisation, donc l'image doit être présente sur la machine avant si vous faites le choix d'Intune. Vous allez enrôler votre machine par exemple en Windows 10 et derrière l'upgrade se fera en Windows 11, mais vous n'aurez pas de déploiement de Windows 10 ou Windows 11 sur votre machine. Votre machine doit déjà avoir l'image. Donc vous avez votre machine en Windows 10, puisqu'on va se dire que c'est l'idée, puisque vous voulez faire le Modern Workplace plus Windows 11 derrière, ou conjointement. Vous allez avoir votre machine qui a été enrôlée en Windows 10. Derrière, vous aurez mis en place vos règles de Windows Update for Business, vos feature upgrade en place, etc. Votre machine va s'upgrader. Mais comme je le disais en introduction, c'est 2 actions différentes. Donc, est-ce que c'est réalisable? Oui, c'est réalisable. Pensez bien que le temps avance, que ces 2 projets en même temps, même si c'est les mêmes équipes qui vont travailler sur ces 2 projets-là, c'est 2 choses bien différentes à mettre en place. L'un vous paie. En mettant le Modern Workplace, vous aurez la possibilité de faire Windows 11 peut-être de manière un peu plus efficace, mais il faut se dire que l'horizon octobre 2025 arrive quand même assez rapidement. Donc si vous avez énormément de machines et que vous partez de 0 dans votre Modern Workplace, le temps passe, chaque jour qui passe, ça vous rapproche de la deadline de octobre 2025. Peut-être que c'est pas le choix le plus judicieux tout de suite. Peut-être que mettre un petit pied dans le Modern Workplace, faire sa migration Windows 11 et revenir après dans le Modern Workplace, c'est peut-être une idée. Ou alors faire votre migration on-premise une fois que votre parc est en Windows 11, se mettre dans le projet Modern Workplace, c'est aussi une idée. Toutefois, si vous choisissez de faire ce projet-là, de partir de votre environnement on-prem, de le traduire en Modern Workplace et de faire votre migration vers Windows 11, c'est une très bonne chose déjà. Et quand vous allez le mettre en place, vous allez avoir donc votre nouvel environnement qui sera créé et qui vous servira aussi dans le temps. C'est-à-dire que ce que vous mettez en place là dans votre environnement Modern Workplace, c'est valable pour Windows 11 pour octobre 2025. Si un jour on a du Windows 12, 13, 14, peu importe, on sait qu'on aura d'autres versions un jour ou l'autre, au moins en 25 H2 ou autre, mais imaginons qu'on ait du Windows 12 dans 1 an, 12 ans, 6 mois, peu importe, ce que vous mettez en place, ce sera réutilisable. Donc c'est aussi du temps de gagner pour la suite quelque part. Donc même si ça peut représenter une grosse charge au début, sur le moyen long terme, c'est intéressant de pouvoir faire ce on-prem et Modern Workplace. Et en méthodologie concrète, vous allez suivre la méthodologie Modern Workplace classique que Tom a présenté juste avant. Donc, votre environnement a été traduit en Modern Workplace. Vous avez mis en place vos feature upgrade, vos Windows Update for Business. Ok, c'est super. Du coup, ma méthodologie pour upgrade mes postes, ce sera pas de la méthodologie on-prem, mais de la méthodologie Modern Workplace. Voilà un petit peu. Donc, c'est une bonne chose. Pensez que chaque jour qui passe vous rapproche de la deadline.
ça peut représenter beaucoup. Dans le temps, vous y gagnez quand même à avoir les deux, les deux qui seront faits. Vous y gagnerez sur les années à venir, sur la gestion de votre environnement quand même. Voilà un petit peu comment vous allez dérouler votre projet. Peu importe que vous choisissez la méthodologie on-prem, que vous choisissez la méthodologie Modern Workplace ou alors la méthodologie Modern Workplace on-prem vers le Modern Workplace et migration, votre projet il va se définir un peu de la même manière à chaque fois. Vous allez définir la stratégie de migration. On les a vus, méthodologie on-prem, méthodologie Workplace, méthodologie on-prem vers Modern Workplace. Vous allez définir comment vous allez faire cette migration-là techniquement. Ensuite, vous allez structurer votre équipe. Il faut bien penser que sur un projet de migration, plus vous avez de machines, plus vous allez avoir besoin de personnes qui puissent intervenir. Vous allez avoir des gens dédiés. Si vous faites le on-prem et le Modern Workplace et Windows 11 en même temps, pensez que les personnes qui vont faire le Modern Workplace ne pourront pas forcément suivre la migration avec vos entités qui peuvent être à l'international et pour lesquelles vous allez avoir besoin d'un suivi régulier. Ce sera peut-être d'autres personnes. Donc, il faut bien penser à structurer une équipe qui soit composée de personnes techniques qui vont s'occuper de la mise en place et de la création, mais aussi de personnes qui vont simplement gérer le projet, des chefs de projet ou autres, qui vont pouvoir faire avancer les migrations, remonter les problèmes utilisateurs, etc., pour avancer aussi dans le run, puisque là, on parle beaucoup de conception et de migration, mais finalement, le but à la fin, c'est aussi le run. Donc, il faut que dans vos équipes, vous pensiez qu'il doit y avoir des gens qui seront capables ou qui sont capables aujourd'hui de gérer le run sur du Windows 11 ou dans une phase de migration. Il va falloir accompagner vos équipes techniques. C'est bien beau de définir notre environnement de notre côté avec du Intune, du SCCM, peu importe. Derrière, vous avez des équipes à un niveau un peu plus bas, des supports de niveau 1, niveau 2, qui eux vont être en frontline des demandes utilisateurs suite à une migration Windows 11. Et on le sait, quand il y a une migration Windows 11, on peut avoir des incidents qui sont déclarés qui ne sont pas liés à une migration Windows 11, mais pour l'utilisateur, il y a eu changement de système, il a perdu son icône, il a perdu sa signature, peu importe. Pour lui, c'est un problème Windows 11. Nous, on sait que c'est pas forcément le cas, mais il va quand même contacter le support parce que c'est son premier point de contact et c'est un utilisateur, c'est pas son rôle de savoir que c'est pas un problème Windows 11, mais que c'est un problème d'ordinateur classique. Donc, il va appeler le support, il va dire j'ai un problème suite à la migration Windows 11. Donc, bien accompagner ses équipes techniques lorsque la migration est mise en place, de dire ok, c'est pas parce qu'on te remonte un problème en te disant c'est un problème Windows 11 que c'en est un. Il y a peut-être une analyse à faire, il y a peut-être des choses à mettre en place, des process classiques qui peuvent se dégager, des problématiques que vous allez rencontrer dans votre migration pour avoir tout ça qui est mis en place et accompagner vos équipes techniques locales. On parle de support niveau 1, niveau 2, mais à l'international aussi. C'est pas forcément des gens que vous allez avoir en France qui pourront vous contacter par téléphone, par Teams en vous disant hey, salut Laurent, Tom, j'ai un petit problème sur la machine, est-ce que tu as quelques instants? Ça peut être des gens qui se trouvent à l'autre bout de la planète, qui ne sont pas sur le même créneau horaire que vous, qui communiqueront avec vous que par email, mais derrière, il y a des utilisateurs qui peuvent potentiellement être bloqués. Donc bien penser à l'accompagnement de vos équipes techniques locales partout dans le monde. Votre projet va avancer, il faudra des revues régulières, peut-être hebdomadaires. Je pense que hebdomadaire, c'est le minimum requis, mais bon, après, chacun voit un peu ce qui l'arrange. Si vous souhaitez faire bi-hebdomadaire tous les mois ou autre, c'est à vous de voir, mais il faut réellement le suivre pour savoir combien de votre parc est migré, quels sont les showstoppers éventuellement, identifier les cas particuliers potentiellement pour pouvoir avancer là-dessus. Il va falloir accompagner vos utilisateurs. Certes, d'un point de vue population technique, on se dit que Windows 11, Windows 10, il n'y a pas un grand changement. Je serais assez d'accord avec cet avis-là. C'est pas forcément l'avis d'un utilisateur. Pour un utilisateur, simplement déplacer le bouton du menu démarrer au milieu, c'est un gros changement. Il faut penser à accompagner ces utilisateurs, à leur faire des procédures, à les rassurer, et leur présenter notre point de vue, qu'il n'y aura pas de gros changements dans leurs habitudes du quotidien et que tout va avancer quand même correctement pour eux et qu'ils retrouveront leur environnement tel qu'ils l'avaient avant, que le changement de système n'est pas un Big Bang complet. Et enfin, donc, vous suivez votre migration et à un moment, votre migration sera terminée et vous pourrez être dans votre run directement. Pour les cas particuliers, je vais laisser Tom vous en parler quelques instants et ensuite on parlera d'un client et d'un retour concret. Je te laisse introduire les cas particuliers. Merci Laurent. Alors pour les cas particuliers, c'est dans le nom, ils sont particuliers et ça doit rester des cas particuliers. Effectivement, on a souvent tendance à vite avoir les cas particuliers en tête parce que c'est souvent des populations ou en tout cas des métiers très critiques. Bien avoir en tête que le cas particulier doit être c'est une marge qui va nécessiter une exception. C'est bien de l'avoir en tête dès le design du projet pour pouvoir permettre cette exception-là. Si vous êtes sur un déploiement Modern Workplace, bien penser à les exclure des rings, etc., leur créer un ring particulier. Mais pour autant, c'est parce qu'on a mis ce cas particulier que ça ne doit pas pour autant être la règle générale qui doit empêcher finalement la release du projet. Donc c'est important de garder en tête que ce cas particulier est un cas particulier, qui est certes très important,
mais qui n'en doit pas pour autant ralentir le reste du rollout. C'est la définition finalement du cas particulier. Alors, ces cas particuliers, ils peuvent être soit parce que c'est sur un site qui n'a pas beaucoup Internet, qui n'a pas énormément de réseau, ou dont le lien réseau est très faible, ou en tout cas qui n'a pas du tout de connexion Internet. Ça peut être aussi dans l'usage de ce poste de travail. On sait qu'il y a des postes de travail dans les usines qui ont des heures de maintenance sur lesquelles on ne peut pas aller déployer des mises à jour comme ça n'importe quand dans la journée. Il y a des plages de maintenance qu'il faut respecter. Ça, c'est un cas particulier. On a aussi les kiosques qui sont parfois des caisses ou qui sont parfois juste des kiosques pour les utilisateurs en agence, les clients en agence qui ne sont pas nécessairement des salariés, mais des clients qui vont prospecter ou voir sur un device Windows 11. Ça, ce sont des cas particuliers qu'on ne peut pas forcément mettre à jour là comme ça à la volée. Il faut anticiper. Alors l'idée, c'est de les identifier, ces cas-là, pour pouvoir les exclure des process en place. Donc si vous avez des rings, vous pouvez créer un ring avec ces cas particuliers-là. Nous, effectivement, on plébiscite aussi de plus en plus des déploiements autour du user plutôt qu'autour du device. Ça permet d'identifier peut-être un peu plus facilement. Parfois, on est obligé plutôt d'avoir une vision très device, et dans ce cas-là, on sait s'adapter et on saura avoir un déploiement très tourné device et orienté les devices. La difficulté, ça va être effectivement de les regrouper dans des groupes pour pouvoir les exclure de ce qu'on déploie au global. Mais voilà, on sait très bien qu'une migration Windows 11 va durer peut-être plus longtemps pour certaines populations. Pour autant, ça n'empêche pas de tacler tout de suite la majorité avec une migration vers Windows 11 et de traiter ces cas particuliers en parallèle, pas forcément plus tard, mais en parallèle avec un process dédié, en se disant en parallèle, je vais préparer une migration pour eux. Le LTSC, on n'a pas envie d'en arriver là, et si ça doit arriver, il y a des clients qui vont devoir y aller sur le LTSC jusqu'en 2029. Alors pas forcément jusqu'en 2029, mais ça permet de jouer les prolongations. C'est pas quelque chose, c'est un scénario qu'on va à tout prix éviter. Et on est pour éviter ce scénario-là, on les anticipe dès la construction du projet en disant qu'il y aura ce cas particulier. On va le traiter comme ça, en renouvelant le poste, en préparant le poste en amont, et on leur donne. Ils auront un poste tout prêt. Il n'y aura pas d'interruption de service. Ça peut être aussi un scénario comme ça. Là, le support étendu reste une solution, et on fait tout pour l'éviter, même si parfois c'est évident. Alors, je vois qu'il y avait aussi une question par rapport aux sites qui n'ont pas beaucoup de réseau, ou en tout cas beaucoup de devices qui ont des liens très faibles. À ceux-là, je leur dirais peut-être d'aller chercher autour de la delivery optimization ou du branch catch, qui permet d'aller mitiger un petit peu la consommation de la bande passante, aller chercher près de ses pairs si la mise à jour n'est pas là. Ça peut être aussi des astuces. Pour autant, ce sont des cas particuliers. Alors il faut essayer d'avoir une stratégie globale qui s'applique à 90% des cas. Je dis des pourcentages un peu à la volée, mais en majorité des cas, et puis sur le reste, on prévoit ces cas particuliers-là. Voilà, je sais que Laurent a intervenu avec eux. Alors je laisserai raconter, Laurent, cette très belle histoire avec Engie, sur laquelle moi aussi je suis intervenu, mais plutôt sur la partie Mac, et Laurent qui lui était sur toute la migration Windows. Yes. Donc je vais vous parler un peu d'Engie et de son projet, de ses projets, hein, comme je le disais il y a quelques instants, ces deux projets. Donc Engie a fait le pari il y a quelques années de se dire ok, je veux transitionner la majorité de mon environnement dans le Modern Workplace, ce qui a été le projet initial. À l'époque où le projet a commencé, il faut savoir qu'on n'avait pas encore de Windows 11 qui était officiel. On était encore dans la phase où Windows 10 c'est le dernier, système as a service. Windows 10 c'est le dernier, il n'y aura pas de Windows 11. Bon, comme on le sait aujourd'hui, puisqu'on est en train d'en discuter, ce n'était pas le dernier, on l'a appris au cours de projet. Donc dans un premier temps, quand le projet Modern Workplace a commencé chez Engie, l'idée c'était de moderniser l'environnement à l'aide de Intune, Entra et Autopilot. Le projet avance, on avait cette dynamique de contact avec les entités où on prenait contact avec les entités, on regardait un peu ce qu'ils avaient, est-ce qu'ils étaient sur de l'environnement un peu ISO de ce que connaissait Engie, est-ce que c'était des environnements hauts, comment on le traduisait par rapport à ce qu'on avait designé dans l'environnement moderne. Bref, le projet Modern Workplace. Quand on a avancé dans ce projet, donc on a eu Windows 11, on a fait nos premiers tests sur nos PC à nous, voir un peu comment ça fonctionnait, et finalement on s'est rendu compte que
contrairement à du Windows 7 vers Windows 10 ou Windows Vista vers Windows 7 pour ceux qui l'auraient fait, ou même du XP, on n'avait pas un gros Big Bang en termes de fonctionnalité système. C'est-à-dire que l'environnement changeait, l'interface changeait, mais d'un point de vue fonctionnement, on n'avait pas une si grosse différence que ça. Comme on était dans la dynamique de Modern Workplace et de contact avec les entités, de se dire, ok, on a transformé l'environnement qui était existant vers l'environnement moderne et les outils cloud, est-ce qu'on peut pas en profiter pour continuer dans cette dynamique et avancer vers Windows 11? Et en fin de compte, comme on avait les contacts, qu'on avait déjà tout en place, on a gardé globalement la même équipe projet et on a avancé avec chaque entité qu'on avait onboardé en Windows 10, qu'on a fait migrer en Windows 11. Pour celles qui étaient vers la fin, on les a fait migrer en même temps que l'onboarding, donc on avait des TS particulières, ils installaient Windows 11 avant, ils faisaient l'enrôlement après. C'était un peu au choix. Ils pouvaient faire l'enrôlement en Windows 10, passer en Windows 11 derrière. Et donc NJ a réussi son pari. Ça a pris 3 ans au total, les 2 projets environ. Donc j'insiste, ça a vraiment représenté 2 projets. Même si on a pu profiter de la dynamique du projet Modern Workplace pour pouvoir faire cette migration et avoir l'environnement qui est passé sur Windows 11, la base du projet n'était pas une migration Windows 11. C'est parce que c'est arrivé pendant le projet, parce qu'on avait tout qui était en place, parce qu'on avait le contact avec les entités, que finalement le projet a avancé de lui-même. Et c'est assez génial ce qui s'est passé, parce qu'on a pu transitionner l'environnement vers le cloud et faire la migration Windows 11. Donc c'était un pari osé. On parle de plus de 30 000 machines, donc c'est un beau chiffre. NJ s'y est pris longtemps à l'avance, a mis tous les moyens sur la table pour réussir son projet. Ça a réussi. La majorité de l'environnement d'NJ aujourd'hui est dans l'environnement moderne et migré sur Windows 11. Si on n'avait pas fait la migration Modern Workplace en premier lieu, je ne sais pas si on aurait pu réussir d'avoir fait les deux coup sur coup. Ça nous a vraiment permis d'avoir cet effet un peu ricochet de faire cette double migration. Donc, pour en revenir au sujet, on-prem vers Modern Workplace vers Windows 11, c'est faisable. Vous avez un cas concret. Pour NJ, ça leur aura pris 2 à 3 ans, avec beaucoup de moyens et des gens qui étaient dédiés à ces 2 projets non-stop. Donc, c'est faisable. Ça leur aura pris 2 ans pour 30 000 machines. Si vous avez des chiffres similaires, je vais pas vous dire que c'est pas faisable puisque je connais pas votre environnement, mais vous avez un exemple concret, d'un retour d'expérience concret de 30 000 machines, combien de temps ça nous a pris de faire et le moderne et le Windows 11. Voilà un petit peu ce qu'a pu donner donc le résultat chez un client. Et maintenant, pour conclure ce webinaire, je vais laisser Tom vous présenter un petit peu ce qu'on attend comme nouveauté sur la roadmap Windows 11 au cours des mois qui viennent, de l'année qui nous attend. Tout à fait. Alors, c'est des fonctionnalités qui sont pour certaines déjà là. Alors, d'ailleurs, c'est marrant parce que la première qui est le load patching, je l'ai vu ce matin à l'œuvre, une mise à jour qui est sortie qui était compatible avec le load patching. C'est plusieurs fonctionnalités que vous voyez là qui sont propres à cet OS, qui sont des nouveautés et qui vous permettent d'avoir un meilleur confort et une meilleure sécurisation, une meilleure expérience sur Windows 11. Alors, il y a le load patching qui représente la fonctionnalité de ne pas nécessairement avoir besoin de redémarrer après les pages Tuesday. Donc ça, c'est plutôt agréable. On a aussi le Personal Data Encryption qui, je sais, est à l'étude chez plusieurs de nos clients, qui permet de chiffrer des données utilisateurs en s'appuyant sur notamment Windows Hello for Business. Mais contrairement, alors on pourrait vite comparer ça à du BitLocker. Le BitLocker, lui, va chiffrer tout le disque en entier. Là où le Personal Data Encryption, il va venir aller chiffrer des fichiers de manière très précise, des fichiers de manière individuelle. Ça permet de protéger les fichiers, finalement de chiffrer certains fichiers. Mais c'est différent et ça vient en complément de BitLocker. D'ailleurs, ça peut marcher même sans BitLocker. Vous pouvez très bien avoir le PDE, on appelle ça, indépendamment de BitLocker. Ça marche très bien, ça ne remplace pas BitLocker. BitLocker est réellement là pour chiffrer l'intégralité du disque, comme on connaît cette feature. En revanche, ça nécessite l'utilisation de Windows Hello for Business, donc avec de la biométrie ou le PIN, et d'ailleurs avec la 24H2 ou en tout cas le Windows 11 qui est en force, Windows Hello for Business est plus qu'indiqué, plus que conseillé. On voit des clés registres qui commencent à disparaître pour inciter l'utilisation de Windows Hello for Business et tourner vers un monde sans mot de passe ou un monde avec un PIN ou avec la biométrie ou les deux, selon les préférences. On a les machine recovery et le Windows Backup qui pourrait avoir un petit peu la même utilité, même si, attention, le snapshot n'est pas une sauvegarde. Ce qu'on me disait, moi, quand je commençais dans l'IT, on me disait, attention, le snapshot n'est pas une sauvegarde.
la Quick Machine Recovery qui s'apparente un petit peu plus à un snapshot qui est soit dans le cloud, soit localement, qui permet de refaire une restauration très rapide. On pourrait comparer ça à un point de restauration. D'avoir un point de restauration ou en tout cas un snapshot qui est ou dans le cloud directement ou localement, qui permet de réinstaller de manière ultra rapide son OS en cas de pépin. C'est une fonctionnalité qui est plutôt intéressante. Alors, ça va nécessiter une connexion Internet si on met l'image, le snapshot sur le cloud. Attention, il y a aussi peut-être des applications qui ne sont pas toujours restaurées, donc vérifiez bien que toutes les applications sont bien restaurées, mais on a vu des cas où il manquait certaines applications. Donc, une fonctionnalité qui est prometteuse, mais qui pour l'instant va encore faire ses preuves avec le temps. Et puis le backup, alors le Windows Backup, est plutôt une solution, comme l'indique, de sauvegarde de fichiers et d'applications, et d'ailleurs de paramètres de manière générale du contexte utilisateur. Ça permet de sauvegarder tout ça à travers OneDrive, donc c'est très dépendant de OneDrive tout ça, de sauvegarder l'entièreté du contexte utilisateur dans OneDrive. Alors on n'est plus juste sur, ça doit vous parler, mais les non-folder redirection, on n'est pas juste sur les trois folders, mais sur, je dirais, l'écosystème utilisateur. Ça reste vraiment des fichiers dans le profil utilisateur, attention. C'est pas une image complète qui est backupée, hein. C'est vraiment les préférences du profil utilisateur. Et ça, c'est une fonctionnalité qui est apportée à travers Windows 11. Et puis, on a cette admin protection, pour terminer. Alors, l'admin protection qui s'apparente peut-être un petit peu plus à une utilisation administrateur, mais just in time, c'est-à-dire qu'on est dans une session qui n'est pas administrateur. Pour autant, on s'élève en administrateur quand on en a besoin. Donc ça peut s'apparenter à une élévation de run as admin. Simplement, là, on est sur une session qui n'est pas admin, on est sur une session qui est un utilisateur standard, et le jeton d'administrateur n'est généré qu'au moment de l'élévation. Ce qui permet que la session, elle soit à l'abri de malware qui viendrait exploiter les permissions de cette session admin. La session est standard et le jeton n'est généré et détruit qu'avant et après l'élévation. Donc on est sur un système de just-in-time pour l'élévation, avec un jeton qui se détruit avant et après, et ça permet tout un tas de sécurisation. À noter que pour nous, IT, il y a des scripts qu'on veut utiliser en tant qu'admin. Moi, je sais que j'ai quelques outils qui n'ont pas bien fonctionné avec cette feature-là, parce que j'ai exécuté ça dans un contexte admin, et le fait que le jeton soit généré au moment de l'élévation, j'ai eu quelques petits soucis, mais très IT, je pense que pour la majorité des cas, c'est une fonctionnalité qui plaira notamment à la sécu. Donc on a ces nouveautés-là. Alors ça c'est vraiment les nouveautés de feature, mais vous avez aussi, si vous regardez le What's New Microsoft sur ce qui est nouveau sur l'OS par rapport à la gestion dans un environnement moderne, toute la gestion du lapse notamment, elle a été grandement améliorée avec les nouvelles releases. On n'est pas à l'abri de voir des nouvelles features arriver que sur Windows 11. À partir d'octobre, de toute façon, ça n'arrivera que sur Windows 11. Ça pour dire que d'ores et déjà, on a des features qui sont grandement améliorées avec l'arrivée de nouvelles CSP, avec l'arrivée de nouveaux settings. Je pense à la gestion du lapse qui aujourd'hui, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a pointé du doigt les inconvénients du lapse, mais je serais très curieux d'entendre des avis différents sur la gestion du lapse, parce qu'aujourd'hui, avec Windows 11 et toutes les CSP qu'elle offre, toutes les clés registres et toutes les possibilités qu'on a, on a vraiment possibilité d'avoir une gestion profonde. Lapse n'est qu'un exemple, mais dès octobre, toutes les nouveautés de toute façon ne sortiront que sur Windows 11. Donc on va s'empresser d'embrasser cet OS si ce n'est pas déjà fait. Et puis dans le cas contraire, on va aller voir comment on peut y arriver de la meilleure manière pour bénéficier de toutes ces features. Voilà un petit peu pour la roadmap et puis pour le plan d'action sur comment aller à Windows 11. Alors, c'était pas notre premier webinaire, je crois que Nathalie t'en avait parlé, c'est pas notre première table ronde. On a fait aussi des tables rondes autour du cloud PC qui aussi peut être une première expérience sur Windows 11 d'aller sur un PC cloud. Mais tout ça pour effectivement vous dire que on était très heureux. En tout cas, moi j'étais très heureux de parler un peu de cette migration. On sait que c'est un sujet d'actualité, un sujet qui est très pris à cœur par l'ensemble de nos clients. Et voilà, s'il y a davantage de questions à la fin de cette table ronde, je sais que Nathalie sera ravie de nous mettre en relation pour discuter de votre cas très concret sur comment y arriver et puis voir comment on peut vous accompagner dans cette aventure vers Windows 11. Et puis, je laisse le mot de fin à Laurent aussi,
qui, je le sais, a pris grand plaisir à vous parler de tout ça. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Tom, merci Nathalie d'avoir été là avec moi pour le webinaire, c'est toujours cool. Et merci surtout à vous de nous avoir écoutés, d'avoir échangé avec nous dans le chat. Si vous avez d'autres questions, de toute façon, n'hésitez pas, on y répondra du mieux possible. Donc, comme Tom le disait, on sait que Windows 11 est un gros sujet pour cette année. Chaque jour qui passe nous rapproche de la deadline, mais ça va le faire. On aura migré la majorité des environnements, ou du moins j'ai envie de le croire, d'ici octobre. Merci à tous. Merci Laurent, merci Tom. Donc effectivement, on va mettre fin à la session. Mais voilà, je vous rappellerai, je pense, dans l'après-midi pour voir si effectivement, pour avoir votre feedback et voir si vous voulez également prolonger l'échange, donc soit avec Tom, soit avec Laurent. Donc merci à tous pour votre présence et pour toutes vos questions. Et je vous souhaite une bonne journée et un bon appétit. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci d'avoir écouté. Merci beaucoup.